Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Merci de regarder votre magazine. Ici, nous avons le plaisir de recevoir le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Il est avocat de formation, mais aujourd'hui nous le recevons à titre de ministre de l'EPST pour faire le point sur le sous-secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, vous êtes notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Il faut également souligner, parce que vous l'avez oublié, qu'il est aussi professeur des universités. Professeur d'université, évidemment. Alors, nous allons faire le point sur le sous-secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, je l'ai dit. Depuis 3 ans. Voilà. Nous allons d'abord commencer par une évaluation de ce que vous avez eu à faire lundi d'abord, en rapport avec les épreuves hors session de l'examen d'État. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'a été la première journée de lundi? Bon, pour la hors session, d'abord, il faut indiquer que nous sommes maintenant pendant la période des évaluations certificatives, après les enseignements, les NAFEP, les TENASOSP, ainsi que la session ordinaire de l'examen d'État, mais qui commence évidemment par la hors session, qui a commencé le 6 et a pris fin hier, le 7, donc en 2 jours. La dissertation ainsi que d'autres épreuves traditionnelles se sont passées. Disons que globalement, tout s'est passé très bien. C'est vrai que des petits couacs ne manquent jamais ça et là, au regard de l'étendue du territoire, le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, tout ce qu'il y a comme problème. Mais déjà, à 98%, ça a été une réussite. Sur toute l'étendue du territoire, mais particulièrement dans les zones où nous connaissons l'insécurité. En Ituri, tout s'est bien passé également. Sauf qu'au Nord Kivu, plus particulièrement à Rutshuru, sur les 11 centres, 9 seulement ont connu ces épreuves, mais 2 centres n'ont pas vu les finalistes participer à la hors-session, et nous avons pris toutes les dispositions pour que les jours qui suivent, nous puissions nous organiser pour qu'ils puissent se rattraper avant la session ordinaire. C'était quoi le problème prioritaire là-bas pour ces 2 écoles? Oui, je crois que d'abord au départ, il y a eu de l'incompréhension entre les cadres provinciaux de l'EPST et les autorités provinciales. Les autorités militaires, vous savez que le coin est sous l'état de siège. Alors, au moment où les autorités provinciales s'inquiétaient de la manière dont ces examens pouvaient se passer à Rutshuru, les cadres provinciaux avaient déjà envoyé des intervenants avec des malles d'examen qui étaient déjà sur place, et pendant que les autorités provinciales n'étaient pas informées. Mais est-il que quand nous avons été saisis, ils se sont vite réunis pour régler les petits problèmes qu'il y avait. Mais malheureusement, bon, pas malheureusement, heureusement, 9 de ces centres connaissaient déjà l'examen, mais 2 seulement n'ont pas connu la hors-session, comme je venais de le dire, mais nous allons nous rattraper. D'accord. Alors, on va rester dans le Nord Kivu particulièrement parce que les frais de participation à ces examens n'ont pas été payés. Le gouvernement a promis de prendre cela en charge. Certains parents ont dû payer. Alors, pourquoi cette politique pour certaines provinces qui payent et particulièrement le Nord Kivu, on ne paye pas? Si je comprends bien, vous avez dit que le gouvernement avait promis de payer. De payer, il n'a pas payé. De prendre en charge, mais il n'a pas payé. C'est ce que vous avez dit. Le gouvernement ne l'a pas encore payé. Certains parents ont dû payer. C'est ce que je vais dire. Non. Donc, vous êtes à la source. Laissez-moi vous informer que le gouvernement a pris mutu proprio la décision de prendre en charge les frais de participation à toutes les épreuves certificatives, ENAFEP, TENASOSP, examen d'État. Donc, ça n'a pas été un lobbying ni des parents, ni des élèves, ni des élus du coin, mais c'est une décision prise en Conseil des ministres au regard de la question sécuritaire. Pour le Nord Kivu. Pour le Nord Kivu. Et ici, je vous confirme
que le gouvernement a effectivement pris en charge, tous les frais de participation des finalistes du Nord Kivu. Peut-être qu'avant que le gouvernement ne puisse annoncer cette prise en charge, certains parents s'étaient déjà acquittés. C'est une probabilité, et puis ce n'est pas tous les parents. Et puis ce n'est pas tous les parents, mais l'instruction avait été donnée de restituer à tous les parents qui avaient déjà avancé. Ce qui n'est pas le cas. Parce que, non, ça c'est vous. Moi, je suis mieux placé pour donner les vraies informations à la source, parce que j'ai des collaborateurs même dans des villages. Donc, même là où il y a de l'insécurité, il y a des écoles, il y a des préfets, donc nous avons toutes les informations au moment où je vous parle, et nous allons vérifier, si vous avez raison, que tous les parents qui avaient payé puissent voir leurs frais récupérés ou remboursés, parce que le gouvernement a totalement pris en charge. Donc, s'il y a des cas de défaillance chez les chefs d'établissement, nous n'hésiterons pas de frapper, parce que ça sera un double prélèvement. Alors, on va prendre une autre province. On va prendre la province de Victory. On va y revenir. Mais avant, pourquoi vous avez voulu commencer le lancement de ces épreuves certificatives ici, à Kinshasa, au lieu de pouvoir vous déplacer, par exemple, en province où les problèmes sont vraiment de façon prononcée et délicate? Bon, c'est ça le problème avec notre pays, c'est que quand il y a devant une situation et face à l'inaction du gouvernement, les gens dénoncent, les gens crient. Mais quand on agit encore, les gens dénoncent, des fois, à un moment donné, on se demande ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire que depuis que je suis à la tête de ces ministères, ça fait exactement 3 ans. Le 21 avril, on totalisait 2021. 3 ans à la tête de ces ministères. Mais j'ai fait des itinérances dans tous les pays. Et laissez-moi vous dire que c'est la première fois que la hors-session puisse être lancée à Kinshasa. Depuis que je suis à la tête du ministère, toutes les épreuves sont lancées en province. En province. Peut-être que même que la session ordinaire se lancera également en province. Et j'ai été partout. Nous avons lancé à Kananga, nous avons lancé à Mbujima, nous avons lancé à Mbandaka, nous avons lancé à Kisangani, nous avons lancé à Goma. Donc nous avons été partout. Même dans le Congo central, au Bandundu, nous avons été partout. Et d'ailleurs, il faut même dire que c'est la première fois que je puisse lancer à Kinshasa depuis que je suis là à la tête de ces ministères. Alors, qu'est-ce qui a changé pour cette année par rapport à l'année précédente? Une évaluation en termes d'élèves, nombre d'élèves, la qualité? Oui, il faut dire que du point de vue de l'organisation, nous évoluons positivement, parce que chaque année, il y a des améliorations. Vous savez, la gestion parfaite n'existe pas, qu'on ne vous trompe pas. La gestion parfaite n'existe pas. Il y a toujours des petites marges. La lutte, c'est qu'il y ait moins d'erreurs possibles. Donc, je peux vous dire que nous sommes en train de connaître, ou depuis un moment, nous connaissons une meilleure organisation des épreuves certificatives. Alors, au fond, ce qui est important et qu'il faut souligner ici, c'est l'augmentation du nombre de finalistes filles qui participent aux épreuves certificatives. Nous l'avons constaté avec la hors-session, il y a plus de filles que de garçons. Donc, cette année. Donc, la politique que nous menons d'accès des filles et garçons dans notre système éducatif, avec comme stratégie la suppression de tout ce qu'il y a comme barrières culturelles, obstacles financiers, ça a aidé. Et à la faveur de la gratuité, il y a plus de filles cette année que de garçons. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner notablement. Et puis, depuis la gratuité, avec le nombre d'élèves qui sont revenus dans les parcours scolaires, je crois que ce nombre va évoluer en augmentant. Pas seulement cette année, même l'année prochaine, je crois que nous aurons encore un nombre important de participants à ces épreuves certificatives. Donc, j'ai noté qu'il y a plus de filles que de garçons, mais globalement également, si l'année passée, on était autour de 800 000 participants, mais aujourd'hui, on est à
952 000, on avoisine déjà 1 million de participants à l'épreuve certificative. Ça, c'est aussi les résultats et sinon les fruits de la gratuité de l'enseignement primaire public. Alors, vous vous êtes félicité du fait que, en termes d'organisation, les choses s'améliorent. Mais cette année, il y a certains parents, certains élèves qui se sont plaints parce que votre participation à cette émission a été annoncée sur les réseaux sociaux, notamment les macarons. Les élèves ont payé de l'argent pour recevoir des macarons. Jusqu'à la veille, les macarons, et même le même jour, lundi, ils n'avaient pas de macarons. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est très complexe cette affaire d'organisation des épreuves. Il y a des acteurs qui ne nous aident pas aussi. Pourtant, les macarons, c'est bien facile. Je vous donne un exemple. Oui, c'est facile pour nous, parce que les macarons, c'est l'autorité du ministère qui délivre ces macarons au travers de l'inspection qui est sous son autorité. Parce que le ministre de l'EPST a également dans ses prérogatives l'organisation des épreuves certificatives, la correction et la publication des résultats, à part la publication des calendriers scolaires et le suivi, ainsi de suite. Alors, vous savez qu'au niveau des humanités, l'examen d'État, il n'y a pas la gratuité. Jusque-là, c'est les parents qui participent, qui payent les frais. Mais ça se paye dans les écoles. Les chefs d'établissement qui perçoivent doivent faire remonter ces frais à l'inspection qui doit délivrer, n'est-ce pas, les fiches, enrôler les parents. Parce que quand vous n'avez pas payé, ça veut dire que vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas avoir un macaron d'accès. Mais si dans les écoles, et plus particulièrement les écoles privées, il y a beaucoup d'aventures qui retiennent les frais, qui s'organisent pour, je peux même dire, les dérober et ne pas faire parvenir les listes des finalistes qui ont payé. Alors, si l'inspection n'a pas la liste lui transmise par les chefs d'établissement, comment voulez-vous qu'on délivre les macarons? Les macarons, c'est en fonction des listes qui sont transmises et les listes supposent que tous ceux qui y figurent ont payé les frais de participation. Alors, quand ça n'arrive pas, on ne donne pas. Et là, vous constatez que les macarons manquent chez certains finalistes, pas tous. Exactement. Et c'est une situation qui concerne certaines écoles. Et les instructions ont été données pour que ces écoles-là soient vraiment prises en charge en termes de sanctions pour éviter ce genre de pratiques à l'avenir. Mais, comme on dit, l'erreur de l'administration ne peut pas préjudicer l'administré. Nous nous sommes organisés pour laisser tous les finalistes qui se sont quand même fait identifier, dépasser l'épreuve, et quitte au chef d'établissement de régulariser la situation. Ça n'a pas été vraiment un cas important, mais c'était ça, ça n'a pas été vraiment majeur. Oui. Mais nous veillons à ce qu'à l'avenir, ces pratiques-là cessent, parce qu'il y a encore des gens qui résistent avec les antivaleurs. Alors, monsieur le ministre, vous êtes suivi ici à Kinshasa et partout à l'étranger. Il y a une information qui a fuité sur les réseaux sociaux, un item qui serait sorti et qui avait les questionnaires déjà en rapport avec l'épreuve. Est-ce que c'est vrai? Pouvez-vous confirmer cette information au cours de cette émission? Vous savez que quand nous réfléchissons, nous déployons les efforts, nous transpirons pour trouver la solution aux problèmes que nous connaissons dans notre sous-secteur de l'EPST et les faire avancer. Il y a aussi des gens dans leur coin qui ont un penchant exclusif pour les mâles, qui s'organisent aussi de leur façon pour mettre les pots de bananes, les bâtons dans les roues, pour que la machine ne tourne pas normalement. C'est faux. S'ils n'ont pas l'occasion de désorganiser matériellement ce que nous faisons, ils se complaisent à distiller dans l'opinion de fausses informations. Comment voulez-vous que l'item, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, c'était encore possible, je n'exclus pas le fait aussi que les mâles qui contiennent des items qui sont convoyés dans les territoires puissent connaître une situation d'insécurité. Par exemple, on peut, parce que c'est toujours escorté par la police, la sécurité, tomber sous les coups des bandits, ils puissent dévaliser
et puis sortir les maths. Ça peut arriver. Oui. Mais les cas auxquels vous faites allusion, c'est les cas où lorsque les autorités nationales, par exemple moi-même, j'étais dans les centres, ou provinciales, même locales, qui passent dans les centres pour superviser. Il arrive qu'il y ait des petits malins qui prennent les items en photo et puis ils les balancent sur les réseaux sociaux et vous donnent l'impression que l'item était sorti avant même l'examen. Non, ils s'arrangent pour prendre des photos justement pendant l'examen et puis ils mettent sur les réseaux sociaux pour discréditer juste notre système. C'est des fake news. C'est des fake news et le problème c'est discréditer pas seulement les épreuves, mais l'autorité ministérielle qui les organise pour un objectif qu'eux-mêmes connaissent, que tout le monde peut imaginer, surtout en cette période. Donc, ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux, vous voulez dire que c'est faux? C'est un fake news. Merci. Alors, au niveau des imprimeries, est-ce qu'il y a de la sécurité maximale pour qu'un item ne puisse pas sortir? Nous prenons toutes les dispositions, même chez vous à la maison, les soirs ou la nuit, quand vous vous retirez avant de dormir, vous prenez toutes les dispositions, vous fermez, vous mettez cadenas, vous fermez la serrure, peut-être à double ou à triple tour. Mais il arrive toujours que, d'une façon ou d'une autre, un bandit, armé à main ou pas, puisse l'un ou l'autre jour, à la suite d'une distraction, pénétrer puis voler. Ça peut arriver. Mais toutes les dispositions sont toujours prises. Sinon, on ne passerait jamais ces épreuves. Vous verrez les items toujours à la disposition du public. Mais si ça n'arrive pas, c'est pour vous dire que toutes les dispositions que nous prenons réussissent toujours. Mais comme on dit, il y a toujours des malins, des antivaleurs. Vous savez, à un moment donné, on a vécu ces pratiques-là avec des mercenaires dans les centres de passation, avec des items qui sortaient avant, à cause justement aussi des inspecteurs, parce que c'est des inspecteurs qui sont à la fois inspecteurs et promoteurs d'écoles privées, qui s'identifient aux finalistes et trouvent qu'ils ont une obligation que ces finalistes réussissent parce qu'ils ont payé les Minerval. Ils s'organisent en amont pour sortir l'examen et en aval pour faire tout et leur donner la réussite coûte que coûte. Et même pendant les examens, trouver des mercenaires pour que... Alors, tout ça, c'est des mots qui rongeaient à un moment donné notre système éducatif, particulièrement en ce qui concerne les épreuves certificatives. Nous avons verrouillé. Et c'est des choses que vous entendez à peine depuis 3 ans. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ça ne peut pas être l'objet ou une préparation du personnel interne. Si cela arrivait, c'est le personnel extérieur, les personnes extérieures. Non, 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 non. Il ne faut pas exclure. On peut avoir un canard boiteux à l'intérieur du système, dans l'administration. Mais les dispositions sont toujours prises chaque année de manière à ce que tout se fasse dans toute discrétion et de façon professionnelle. Mais si vous avez mis la main sur un collaborateur peu sérieux, il peut se retrouver là et faire une bêtise. Mais nous nous organisons toujours pour sélectionner les bons, les gens sérieux, pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Voilà pourquoi ça n'arrive pas. Est-ce que les mêmes cas que vous avez suivis, vous l'avez suivi où? Et c'est toute l'étendue du territoire. Quelle est l'ampleur de la situation? Donc c'est pour vous dire que c'est encore mineur. Il y a des cas de fake news, comme nous disons. Quelqu'un prend la photo dans la salle, il balance, juste pour discréditer le système et même l'autorité qui organise tout cela. Alors, monsieur le ministre, nous avons vu une vidéo qui a traversé également, qui a circulé au travers des réseaux sociaux, où l'on accuse votre ministère au niveau du Haut-Katanga, en ce qui concerne les surveillants. Au lieu que ce soit les surveillants, personnels éducatifs, c'est plutôt des Wewa, les gens du parti de l'UDPS, qui sont substitués aux surveillants et surveillent les examens. On a cité ce cas-là et on a vu une vidéo où on dénonce cela. Monsieur le ministre. J'ai suivi, on m'avait transmis la vidéo, je l'ai visualisée. Immédiatement après, j'ai posé la question aux cadres provinciaux de l'EPST dans les Haut-Katanga. Parce qu'il y a les directeurs provinciaux de l'EPC dans toutes les provinces éducationnelles, les représentants des ministres. J'ai immédiatement, après avoir visualisé
interpellé les autorités provinciales. Ils m'ont dit que ce n'est pas le cas. C'est encore une fois une dénonciation calomnieuse faite par quelqu'un aux allures, je peux même dire, visiblement tribaliste, parce que quand vous suivez la manière dont il a articulé les choses et relayé par son compagnon, vous trouvez qu'à la base, il y a la haine, il y a la diffamation, parce que, de un, le ministre national, ce n'est pas lui qui envoie les surveillants, qui fait les listes de ceux qui vont surveiller à l'examen d'État. Ce n'est pas vous. La question est décentralisée. Tout s'est fait dans chaque province éducationnelle par l'inspection. Et le principe est toujours respecté. J'ai interpellé l'inspecteur principal provincial, le directeur provincial. Personne n'a reconnu que ça s'est fait. Alors, vous connaissez comment ça se passe ici chez nous. Est-ce que... Pourquoi ne pas faire une enquête? Non, s'il vous plaît. Quelle enquête je vais faire? Parce que j'ai posé la question à mes collaborateurs. Ils ont dit c'est faux et archi faux. Alors, c'est lui qui a présenté ces faits-là. Vous a-t-il présenté une vidéo ou prendre juste ne serait-ce que l'image de Wewa ou des militants de l'IDPS qui envahissaient les centres de passation des examens pour nous les balancer sur les réseaux sociaux? Donc là, nous sommes en train de discuter sur juste la parole des individus qui se sont retrouvés dans un coin presque isolé, obscur, pour raconter ce qu'ils ont pu raconter. Mais laissez-moi vous dire que il a été interpellé. Il y a un qui est reconnu comme agent du ministère, parce qu'un agent du ministère, un fonctionnaire public ou même un agent public est soumis à une éthique, à une déontologie. Il ne peut pas se permettre, s'il y a un cas pareil, lui, qu'est-ce qu'il faisait dans les centres? Il était surveillant, il était qui? Mais il y a une certaine façon de faire, c'est de faire rapport. Les rapports écrits à la hiérarchie pour que les dispositions soient prises. Mais aller dénoncer dans la presse et de la manière dont il a fait, avec des accents tribaux, là, nous n'avons pas accepté. Au moment où je vous parle, il a été pris en charge en province. Au moment où je vous parle, une action disciplinaire est ouverte. Il est être entendu. Il a même été suspendu et il sera sanctionné. Parce qu'on attend qu'il puisse documenter. En droit, il y a un principe, c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve. Comme il a articulé ces faits, il a voulu salir les partis, il a voulu diffamer des gens. On attend maintenant, sous ce coup de l'action disciplinaire, qu'il puisse apporter ne serait-ce que même des images où on a vu les Wewa venir surveiller l'examen d'État. S'il ne le fait pas, il sera mis hors d'état de nuire parce que il n'est pas habilité, il n'est pas mieux placé pour œuvrer dans un secteur comme le nôtre. Alors, Monsieur le ministre, l'année passée, il s'est posé un problème, notamment pour ces agents éducatifs qui surveillent les examens d'État en rapport avec leur paiement. Est-ce que cette année, tout a été pris en charge pour que ces genres de plaintes, de doléances ne soient pas encore portées à la voie publique? Oui, vous le savez bien que d'abord l'examen d'État, jusque-là, il n'y a pas la gratuité, c'est les frais de participation qui fait l'organisation matérielle de ces épreuves. Les TENASOSP, la même chose, mais c'est l'ENAFEP, l'examen national de fin d'études primaires, qui a posé problème à un certain moment. Et là, et vous le savez, je venais d'arriver au ministère, l'ENAFEP totalement prise en charge par l'État, par le gouvernement. Et l'inspection qui établit le budget avait fait un budget parce que nous prenons en charge ces épreuves pour tous les élèves, pour toutes les écoles, sur toute l'étendue du territoire. Pas seulement pour les écoles publiques, mais aussi pour les écoles privées. Alors, malheureusement, au moment du paiement, vous avez suivi, il y a eu un débat entre l'EPST et l'Inspection générale des finances. Vous avez suivi l'IGF qui vous disait qu'il fallait que ça se paye à la banque, alors que depuis que ces épreuves existent, depuis des années, ça se paye. C'est des petites sommes, 30 000, 40 000 qui se payent à la main. Le souci, c'est la traçabilité, tout simplement. Bon, on avait déjà conclu, il était dans la traçabilité, nous, on était dans l'efficacité de l'action. Mais est-il que ces fonds n'ont jamais quitté les caisses de la République, n'ont jamais été payés,
et ça nous a posé énormément de problèmes avec les intervenants. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas payé. Et en voulant insister pour qu'on paye, vous avez suivi qu'on avait crié ici qu'il y avait détournement, tantôt tentative de détournement. On y reviendra. On en parlera. Oui, monsieur le ministre, c'est une question qui vient d'un téléspectateur à partir de l'Ituri. Il dit que certaines écoles ont été incendiées, à Djougou par exemple, dans le territoire de Djougou, ce qui fait que certains finalistes ont dû être déplacés dans les camps. Et pour eux, qu'est-ce qui a été prévu? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation normale due à la situation sécuritaire. C'est ça l'impact de la guerre que le Rwanda nous fait sur notre système éducatif, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je pouvais dire ici, mais je crois que c'est, je ne sais pas si c'est indiqué. Des fois, vous entendez des voix qui s'élèvent ça et là pour dire allez-y, faites la guerre au Rwanda. Ça s'est fait. Mais à un moment donné, à la suite d'une distraction ou pas, le président Félix Tshisekedi a hérité d'une armée, d'une administration, de nos services même, infiltrés par déjà l'ennemi. Est-ce que vous savez que, je l'avais déjà dit à une occasion, ici chez nous, même à l'EPST, j'ai trouvé dans des services sensibles des Rwandais, même dans la correction, et c'est quand je suis arrivé que je les ai mis dehors. Rwandais. Et laissez-moi vous dire que pendant plus de 10 ans, quand je suis arrivé, on m'a fait savoir que le monsieur qui est au serveur pour la correction, parce que la correction des examens d'État est aujourd'hui automatisée, informatisée, mais c'est lui qui les faisait, c'est un sujet rwandais. C'est un sujet rwandais. Un certain Didier, quelque chose comme ça, les traces existent. Et quand je suis arrivé, la première des choses à faire, c'est de le foutre dehors. Parce qu'on a remarqué que pendant tous ces temps-là, c'est les temps où dans les écoles on distribuait les 100%. Il n'y avait pas 36 manières de tuer notre système éducatif. Quand on vous infiltre jusqu'à ce niveau-là, pour commencer à donner des diplômes aux gens, mais qui ne les méritent pas, ces messieurs-là, si les promoteurs étaient contents de faire les 100%, mais le système éducatif était en train d'être empoisonné. Et nous n'avons pas hésité de les mettre dehors et mettre les gens sérieux. Alors, je reviens maintenant pour vous dire que il y a l'impact de la guerre à l'Est sur notre système éducatif. Vous avez par exemple plus de 6000 écoles affectées. Quand je dis affectées, il y a des écoles... Dans l'ensemble, 6000. Presque... Ben, la guerre continue. Je crois que quand vous apprenez qu'il y a une localité qui a été dérangée, certainement il y a aussi des écoles qui sont dérangées. Alors, quand je dis 6000 écoles affectées, il y a des écoles qui ont été incendiées, il y a des écoles qui ont été fermées, il y a des écoles dont les bancs pupitres servent de bois de chauffage, et ça sert de lits aux déplacés. Vous comprenez? Alors, même des salles de classe qui servent d'abri pour les déplacés. Et le système est affecté et tous ces enseignants et élèves de ces écoles-là, ils se retrouvent dans les camps de réfugiés. Nous essayons d'organiser soit que certains élèves aillent dans les écoles de proximité, ou pour ceux qui sont dans les centres de réfugiés, il y a des écoles qui sont organisées parce qu'il y a aussi des enseignants pour que les processus d'enseignement et d'apprentissage continuent. Mais la question, donc, nous essayons ça veut dire qu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation adéquate, ce qui fait qu'ils vont subir le même questionnaire, le même examen, et à la fin, peut-être c'est un échec. Il faut relativiser, hein, parce que lorsque les enseignants et les élèves fuient une localité, se retrouvent dans un camp de réfugiés, j'ai dit ici que nous organisons, avec même l'aide de certains partenaires comme l'UNICEF, des écoles dans les camps. Ils peuvent faire des tentes et les processus d'enseignement continuent. Mais il y a aussi un problème, c'est que pendant la guerre, même cet enfant qui a fui sa localité pour effectivement
les centres de réfugiés, ainsi de suite, psychologiquement, il y a un problème quand même chez lui, même si vous organisez les processus normaux d'enseignement pour continuer à les encadrer. Ils sont quand même affectés. Ça, nous devons les souligner. Il y a un problème psychologique qui se pose, qu'il faudrait également prendre en compte. Mais nous faisons ce que nous pouvons et il est tout à fait normal que les processus ne se passent pas normalement comme dans les territoires où les choses se passent calmement. Mais sinon, ce qui est important, c'est que nous appliquons également les institutions des ministères. Il y a un certain nombre d'heures ou de jours requis pour qu'un élève puisse passer à l'évaluation, pour qu'une année scolaire soit valable. Donc, nous veillons sur ça et si les conditions sont réunies, ils vont passer à l'évaluation et puis nous allons sanctionner positivement ou négativement. Alors, vous êtes arrivé à la tête de ce ministère depuis le mois d'avril 2021. Vous avez fait énormément de choses. Vous allez citer la gratuité, vous allez citer les primes de bourse qui a été augmentée, tout ça. Mais je vous laisse quand même l'occasion de pouvoir nous dire exactement ce que vous avez fait de façon substantielle à la tête de ce ministère. Épargnez-nous de la gratuité. Gratuité, c'est déjà bon. Citez-nous quelques réformes, par exemple, que vous avez apportées parce que la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo est toujours mise en cause. Vous m'avez prévenu à l'entame de cette émission, c'était une émission de 40 minutes. Mais la question que vous me posez va épuiser toutes vos minutes. Soyez bref. Et je ne saurais pas être bref. Tout ce que je vous demanderai, c'est de prendre peut-être ces tableaux et les projeter en termes d'illustration et aussi la liste de toutes les réalisations. Beaucoup de choses ont été réalisées. À part la réussite de la réforme du chef de l'État sur la gratuité, nous avons ce que nous appelons les mesures d'accompagnement de la gratuité. Les écoles qui sont construites, qui sont en train d'être construites. Merci beaucoup. C'est comme ça que je vous dis, prenez juste les tableaux et en tout cas, essayez d'illustrer. Les téléspectateurs vont voir, mais je vous dis que je ne sais pas par où commencer. Citez-moi quelques réalisations phares, même 5. Même 5. Oui. Alors, j'ai la liste de toutes nos réalisations, mais je commence d'abord en termes d'accès. En termes d'accès, parce que nous avons une stratégie sectorielle. Vous avez la gratuité qui a facilité l'accès des filles et garçons dans les parcours scolaires. Vous avez plus de 7 millions d'enfants qui ont regagné, et chaque année, c'est le cas. Et en termes de nombre d'écoles qui sont prises en charge, nous sommes passés de 41 000 écoles à près de 70 000. En termes d'agents pris en charge, nous sommes passés de 410 000 à près de 700 000. Ça, c'est une réalisation aussi. Mais avant, il y avait quoi? Quand je vous dis qu'il y avait 410 000, nous sommes passés de 410 000 à 700 000 agents. Ce n'est pas une réalisation. C'est une prise en charge, c'est une réalisation. Mais ça, c'est le devoir de l'État, c'est le devoir régalien de l'État de prendre en charge des gens. C'est un devoir de l'État. Avant nous, l'État n'avait pas fait ça avec les animateurs anciens qui nous ont précédés. Et nous en parlons pas, c'est une réalisation. C'est un devoir d'État réalisé. Voilà pourquoi nous parlons des réalisations. Vous m'avez parlé des réalisations. Allez-y. Voilà. Alors, je ne sais pas si en quoi ça dérange déjà. Pas, voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, parce que vous dites faites passer la gratuité, non, on ne va pas faire passer ça comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la gratuité est vécue même dans nos écoles consulaires. En Angola, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, partout nous avons les écoles consulaires. Tous les fils et filles de Congolais qui vivent hors frontières vivent la gratuité. C'est la première fois. C'est la toute première fois que la gratuité, et c'est l'année passée d'ailleurs que nous l'avons décidé, la gratuité est vécue même hors frontières. Et toutes les écoles consulaires bénéficient des frais de fonctionnement qui s'élèvent à 7 millions de francs chaque année. Avant nous, parce que nous sommes dans les réalisations chiffrées d'abord.
avant les autres réformes, vous avez les frais de fonctionnement. Toutes les écoles recevaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, oui, nous sommes dans des 400 000 francs comme frais de fonctionnement selon la catégorie de l'école, 600 000, 2 450 000. Il y a des écoles de référence aujourd'hui qui touchent 10 millions comme frais de fonctionnement mensuels. Ça, c'est pour aussi contribuer à relever la qualité de l'enseignement. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, il y a d'autres raisons. La fiabilisation du système informatique de ce qu'on appelle autrefois SECOP, oui, Service de contrôle de paie des enseignants, que nous avons rebaptisé en DINACOP comme direction de préparation de la paie parce que le SECOP ne paye pas. Oui. Aujourd'hui, vous avez en ligne ce qui n'existait pas encore. Le ministère de l'EPST s'est battu contre les écoles et les enseignants fictifs. Aujourd'hui, le nombre d'écoles payées par le gouvernement, le nombre d'enseignants et agents payés par le gouvernement est aujourd'hui en ligne. Nous avons informatisé cela et nous avons une plateforme www.dinacoprdc.com. Vous voyez tout cela. Nous avons les répertoires des écoles publiques qui sont prises en charge par l'État. Aujourd'hui, vous voulez envoyer votre enfant à l'école, oui, entrez dans les sites, regardez quelle est l'école reconnue. Vous allez voir. Nous avons répertorié toutes les écoles privées agréées qui sont autorisées de fonctionner aujourd'hui. C'est en ligne. Vous avez tendance à m'arrêter pendant que je suis en train d'énumérer. La question de la retraite. C'est au niveau de l'EPC que nous avons lancé les débats et même l'action de la mise à la retraite progressive des enseignants avant même que la SENSAP ne voie les jours et qu'elle récupère la situation pour continuer. C'est au niveau de l'EPC, mais déjà en ligne, vous pouvez voir, n'est-ce pas, la liste des enseignants qui sont retraitables et la liste des enseignants qui sont mis à la retraite. Ça, ce sont des statistiques chiffrées qui permettent effectivement à tout gouvernement de pouvoir planifier et faire les programmes, faire les politiques publiques sur base des données réelles et statistiques qui sont chiffrées. Je peux vous arrêter un moment? Pour la première fois, oui, nous avons révisé la convention scolaire. La convention scolaire qui date depuis février 1977, elle était déjà obsolète. Nous avons révisé la convention scolaire avec l'acceptation de nouveaux acteurs pédagogiques qui nous accompagnent dans ce secteur. Est-ce que vous savez, en termes même de construction d'écoles, je ne parle même pas d'abord du programme de 145 territoires qui a prévu au moins 8 écoles par territoire. Mais nous avons des programmes ici. Et le plan d'urgence du ministère, avec les frais de fonctionnement que nous accordons à la direction des infrastructures scolaires, pour réhabiliter toutes nos écoles officielles. Parce qu'on a constaté que les écoles de référence aujourd'hui, ce sont des écoles privées. Et pourtant, les monopoles de l'enseignement, de l'éducation appartient à l'État. Nous voulons que l'État récupère ces monopoles et c'est en cela qu'on ressent aussi l'autorité de l'État. Nous avons commencé par Kinshasa. Nous avons réhabilité les grandes écoles officielles qui étaient des écoles de référence à un moment donné. Allez passer voir. Pour la première fois, dans tous les camps militaires, sur l'instruction du chef de l'État, allez-y au camp force navale, nous avons conçu une école moderne qui est devenue une école de référence pour que les enfants, garçons, filles des militaires ou les dépendants militaires puissent étudier dans les meilleures conditions. Quand vous êtes à force navale, allez au camp de Fungula. Nous avons des écoles modernes. C'est des écoles qui ne peuvent pas envier certaines écoles ici à la Gombe. Même formation, même standing. Je vous dis, c'est parmi les grandes réalisations qui sont en train d'être faites. Nous avons mis en place les codes de procédures pour l'examen d'État. Vous comprenez? Ça, c'est pour encore renforcer la rigueur, renforcer le sérieux, la crédibilité. Le plus grand diplôme qui existe dans notre système éducatif, c'est les diplômes d'État. C'est celui qui donne les racines et les ailes. Que vous n'arrivez pas à donner combien de diplômes vous avez déjà donné aux étudiants, aux élèves jusqu'aujourd'hui? Vous n'êtes pas informé parce que parmi les grandes réalisations de notre action du gouvernement Samalou Condé, c'est la mise à jour. Laissez-moi vous dire que nous avons réussi à régulariser la situation des bulletins et des diplômes. Avant nous, il y avait des retards de 4 ans, 3 ans.
vous avez suivi sur les réseaux sociaux une demoiselle pleurer parce qu'elle a attendu plus de 10 ans son diplôme d'État de 2015 qui n'était jamais arrivé. Et c'est notre gouvernement et dans ces 3 ans que nous avons corrigé cet arriéré et tous ces diplômes de 2015 ont été disponibilisés et je crois remplis et même distribués. Au moment où je vous parle, les diplômes 2023 sont déjà disponibles. 2023 sont déjà disponibles. Bientôt là, je vais lancer officiellement la cérémonie de distribution. 2022, c'est disponible. Il y a un travail de remplissage et consort pour que les provinces viennent récupérer pour distribuer. On a fait un grand travail. Tous les problèmes, c'est lesquels? Lorsque nous communiquons sur ces réalisations, lorsque nous présentons ces choses, personne ne vous suit. Ici, chez nous, si c'est une sextape, les gens peuvent aller même chercher le Wi-Fi sous les arbres. Ils peuvent grimper les arbres pour obtenir le Wi-Fi et partager. Et trouver les petits mégas à gauche, à droite pour essayer de partager des fake news. Mais des choses sérieuses, vous ne verrez jamais nos compatriotes partager ou en parler. Alors, soyez bref, monsieur le ministre. Vous avez cité, il y en a beaucoup, c'est vrai. Oui, donc voilà, je vais vous remettre la liste. Vous allez évidemment. En quoi 77 réalisations, oui. Vous allez en parler, vous êtes des journalistes, parce que des fois on dit, bon, journaliste d'investigation, investiguer, c'est ça. Merci. Voilà, et le tableau est là. Voilà. En quoi toutes ces réalisations ont une incidence sur la qualité de l'éducation en République démocratique, dans notre système? En quoi tout ça? Nous avons une stratégie sectorielle qui a 3 axes. L'accès, la qualité et la gouvernance. Mais avant que je ne réponde, laissez-moi vous rappeler que, avant même la gratuité, parce qu'à un moment donné, on a dit que la gratuité est venue tuer la qualité. C'est faux. Parce que la qualité de notre enseignement était affectée déjà avant la gratuité, déjà dans les années 80. Ça, c'est vrai. Avec tout ce qu'il y a eu comme problème, qui a donné même naissance au système de prise en charge des enseignants par les parents, la qualité était affectée surtout dans les écoles publiques. Aujourd'hui, oui. L'État, non seulement est en train de récupérer les monopoles dans les secteurs de l'éducation, je vous dis, mieux que hier, la qualité de l'enseignement chez nous s'améliore au jour le jour. Vous l'évaluez en fonction de quoi? En fonction de nos réalisations, c'est bien de dire, vous l'évaluez en fonction de quoi? Je pouvais aussi vous dire... Non, je pouvais aussi vous poser la question, oui. Vous l'avez d'évaluer en fonction de quoi? Parce que c'est la même question. Vous l'avez d'évaluer en fonction de quoi? C'est en fonction du constat, n'est-ce pas? Oui. Alors, continuez les constats, vous allez voir que aujourd'hui, il y a des axes sur lesquels nous travaillons sur la qualité de l'enseignement. La révision de nos programmes. La disponibilisation des manuels scolaires, les matériels didactiques. Aujourd'hui, la construction des infrastructures scolaires, c'est un des éléments qui vient justement pour élever la qualité de l'enseignement. Attendez un peu. Oui. Jadis, les étudiants ou les élèves étudiaient à même les sols. Nous avons lancé le programme Pas une école sans banc. Oui. Aujourd'hui, au fur et à mesure. Et d'ailleurs, les frais de fonctionnement que nous donnons aux écoles, c'est pour qu'ils s'achètent aussi les bancs ou qu'ils réparent les bancs cassés. Mais nous avons lancé une campagne pour continuer à doter aux écoles des bancs. C'était une campagne parce que la question des infrastructures scolaires relève des provinces. Ce n'est pas le rôle du ministre national pour descendre, commencer à distribuer les bancs. Mais nous avons lancé la campagne. Vous allez voir, de moins en moins, on parle des écoles où les enfants étudient à même les sols. Et des fois, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ne savent pas qu'il y a des écoles publiques, et dans les écoles publiques, il y a des écoles conventionnées qui appartiennent aux associations confessionnelles et des écoles non conventionnées qu'on appelait les écoles officielles qui nous concernent. Et toutes les écoles officielles, nous nous battons et nous avons déjà fait un grand travail pour donner les bancs. Et il existe même des écoles conventionnées et privées où les enfants étudient à même les sols, alors que c'est la responsabilité des promoteurs. Et tout ce que nous pouvons faire dans une école privée ou conventionnée privée, mais où les infrastructures ne sont pas viables, tout ce que nous pouvons faire, c'est la sanction. Moi, je ne peux pas débarquer dans une école privée
ou les ministères pour aller donner les bancs. C'est la responsabilité du promoteur. S'il n'a pas les bancs, tout ce que nous pouvons faire, nous constatons que l'école n'est pas viable, nous fermons. Autre chose, un autre indicateur pour élever la qualité, c'est le recrutement des enseignants. Même leur formation. La formation initiale et même continue. Oui. C'est des chapitres sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et je vous dis... Vous êtes encore en train de travailler. Ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi vous dire que la question de la qualité de l'enseignement, c'est une question sur laquelle tous les gouvernements du monde entier y travaillent. Et c'est un travail qui ne prendra... C'est un travail permanent qui ne prendra jamais fin. Je connais des systèmes éducatifs où ils ont dit, bon, il faut numériser. Ils sont allés avec des tablettes. À un moment donné, on a dit, non, avec les tablettes, regardez les effets induits. Arrêtons avec les tablettes. Retournons à la méthode traditionnelle. Pendant que nous voulons aussi basculer dans la numérisation. Dans toutes les nations du monde, le gouvernement du monde, dans tous les pays du monde, la question de la qualité, c'est une question permanente. On y travaille de façon permanente. Mais en vous connaissant, vous, à titre personnel, vous n'accepteriez pas, vous, que votre enfant aille étudier dans une école publique, connaissant le système éducatif de notre pays. Excellence. C'est la preuve que vous ne me connaissez pas. Ah bon? Oui, parce que mes enfants ont étudié ici à Bosangani. Oh. Oui. Maintenant, ils ne peuvent pas parce que vous êtes ministre. Non, laissez-moi vous dire. Je vais continuer. Non, vous avez posé la question, ça intéresse les téléspectateurs. Mon aîné a étudié à Bosangani et c'est ici au Congo. On a étudié à Bosangani. À un moment donné, je peux vous dire que je me suis réveillé le matin. Quand vous êtes ministre, votre enfant vous dit papa, notre maître m'a demandé de vous poser la question, vous les payez quand? Je dis, mais depuis quand votre enseignant sait que vous êtes mon enfant? N'entrez pas dans cette affaire-là, allez étudier. Et le soir, l'enfant revient avec un petit papier, non, le maître demande la promotion, la mécanisation. Et à un moment donné, les syndicalistes qui, dans le cadre de la pression, vous envoient des messages, non, on sait où vos enfants étudient. Je les ai soustraits là-bas pour les placer dans une autre école, n'est-ce pas? Qu'eux ne savent pas. Mais je vous dis ici que je suis sérieux, que ne parlez pas ou ne généralisez pas. Mes enfants étudient au Congo. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons avec eux au Congo. Merci. Nous connaissons les mêmes souffrances, nous connaissons les mêmes réalités. Et ne parlez pas toujours du mal des dirigeants, les enfants. Et puis, attendez, si quelqu'un... Non. Quelqu'un peut être ministre aujourd'hui, mais si avant qu'il ne soit ministre, il avait déjà les enfants à l'étranger, vous n'allez pas l'empêcher parce que la Constitution lui donne cette liberté-là de mettre ses enfants là où il veut, où il peut. Pourquoi vous évitez le contrôle? Vous êtes avocat, je l'ai dit, professeur d'université, vous avez un cabinet privé. Là-bas, on ne viendra pas vous contrôler, c'est une affaire privée. Mais vous êtes ministre national, fonction de l'État, on doit vous auditer, on doit vous contrôler. Pourquoi vous évitez le contrôle de l'IGF? Et vous voulez vous remettre au chef de l'État? Ah, moi, j'ai rien touché. Non. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à affronter la justice, un juge? C'est une question, une affirmation, une accusation, je ne comprends pas. Non, c'est une question. C'est une question. Mais la manière dont vous commentez vos questions, c'est un problème. Alors, je la repose autrement. Non, elle est déjà comprise. D'accord. Elle est déjà comprise. Je crois en la démocratie. Oui. Je crois en la bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut dire ceci, que ceux qui gèrent doivent être contrôlés. Bien sûr. Et après les contrôles, si ça se solde par un constat positif, il y a la sanction positive. Si c'est un constat négatif, il y a la sanction négative. Et moi, en tant que démocrate, je ne peux en aucun cas refuser les contrôles. Je veux que les téléspectateurs nous suivent et ne m'interrompez pas. Je ne vous interromps pas. Vous faites allusion à un incident qui s'est passé il n'y a pas longtemps dans mon ministère, vrai ou faux? Si c'est pas ça, alors il n'y a pas de question. C'est en cela que vous dites, je suis contre les contrôles. Et tout le monde le sait, nous avons vu des agents de contrôle débarquer dans mon ministère. Pas pour me contrôler,
pas pour contrôler ma gestion, pas pour contrôler mes frais de fonctionnement parce que j'ai mon comptable, mais pour contrôler un des services placés sous mon autorité. Parce que souvent, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, même si il y a un service qui est interpellé, c'est mon nom qu'on cite. Pour des objectifs politiques bien connus que tout le monde peut imaginer. Alors, quand les inspecteurs débarquent dans un service, ils vont faire les contrôles, il y a un incident qui se produit. Il y a une altercation entre les contrôleurs et les contrôlés. Et l'autorité qui a la direction du ministère entend le bruit, essaie de s'informer, on lui dit non, il y a des contrôleurs là qui sont en altercation avec un comptable. J'ai dit, mais depuis quand les contrôleurs sont ici, je ne suis pas informé, ils sont venus faire quoi? Mais je ne suis pas informé. Est-ce qu'il y a moyen de les appeler, qu'ils m'expliquent? Parce que s'il y a un problème, je serai le premier à répondre. Vous comprenez? Ils refusent. Non, nous dépendons de la présidence. Mais entre-temps, ça a continué. Demain, vous allez me poser la question, mais vous étiez là, vous avez fait quoi? J'ai pris mes responsabilités, je suis sorti pour dire et reprocher, et vous l'avez suivi, que pour des raisons de courtoisie, il fallait ne serait-ce que vous présenter pour présenter les civilités et corriger cette affaire. Mais après, vous n'avez pas suivi. Si vous suivez, parce que j'entends tous les gens, journalistes d'investigation, mais qu'est-ce que les investigations renseignent au jour d'aujourd'hui? Cet incident que j'ai qualifié d'incident protocolaire est passé, ne veut pas dire refuser les contrôles. Parce qu'au moment où je vous parle, pour la toute première fois, dans notre gouvernement, je suis le seul ministère où il y a eu le contrôle du parquet général de la République, contrôle mixte, Cour des comptes, IGF et même certains services de renseignement. Et il n'y a aucun ministère qui a fait l'objet de la fouille de tous les services qui sont chargés de contrôle comme les nôtres. On n'a pas trouvé des morts dans le placard. Je suis, non. Vous m'avez promis de ne pas m'interrompre. Allez-y, monsieur le ministre. Alors, je suis ouvert à tout contrôle. Administratif, politique et judiciaire. Il y en a eu dans mon ministère. Il n'y a aucun ministre qui a connu le contrôle de tous les services de contrôle qui existent au Congo. C'est moi. Maintenant, je vous retourne la question. Moi, on ne me pose pas de questions. Voilà. Vous ne vous posez pas de questions, mais vous pouvez continuer à poser des questions. Je vous pose la question à laquelle je vais répondre. Est-ce que vous avez, dans mes 3 ans, au-delà des bruits, au-delà de la diffamation, un seul dossier où on vous dit que le ministre Tony s'est compromis et a commis un acte de détournement? Donnez-moi ce dossier-là. Donnez-moi le montant que j'ai détourné. Donnez-moi la date, les circonstances et même le modus operandi. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez... Je vais aujourd'hui. Vous savez, la première fois, c'était la toute première fois de ma vie. Moi, je serve peut-être de cobaye. J'étais le premier ministre du gouvernement Samalou Konde à être taxé d'avoir détourné dans la presse. Je me suis réveillé le matin, réseaux sociaux, médias, actualité, détournement de 16 millions de dollars. Vos confrères à vous, laissez-moi terminer, ont organisé des émissions autour de moi. Des émissions des jours et des jours sur le détournement de cet argent-là par les ministres Tony Maba. Vous savez combien de gens étaient déçus? Les gens qui m'ont toujours fait confiance, les gens qui ont toujours cru en moi. Par rapport à ma réputation, à mon aura, ils étaient déçus ce jour-là d'entendre que Tony Maba a détourné 16 millions de dollars. Que des émissions à la télé, à la radio. Alors, quand je dois réagir, on me dit non, il y a quelqu'un qui me dit non, il ne faut pas. Ça, ce sont les buzz des réseaux sociaux. Ça prend 48 heures, ça passe. J'ai dit, pour mon honneur, je ne laisserai rien passer. Et tout le monde sait, on ne va pas évoluer, laissez-moi terminer, c'est ça même la bonne évolution. Alors, j'ai dit, j'ai réagi à ma façon. Vous pouvez ne pas avoir apprécié, parce qu'on vous accuse que vous avez détourné, et vous gardez silence, qui ne dit mot consent.
je me suis donné moi-même l'occasion de démontrer que c'est la diffamation, c'est de la haine, c'est les médias de la haine. Je n'ai jamais détourné même un seul rond. Jusqu'au jour où l'inspecteur général des finances en chef, M. Gilles Alinguetti, est passé sur la RTNC, la chaîne nationale, pour dire que les ministres n'ont jamais détourné. Parce que les fonds ne sont jamais sortis des caisses de l'État. Et c'était fini. Maintenant, je me suis toujours posé la question. Tous ces journalistes qui avaient organisé des émissions autour de cette question-là sont passés où? Est-ce qu'ils peuvent encore reprendre les émissions pour dire qu'on s'était trompé, mais présenter des excuses, dire à l'opinion que le ministre Tony n'a jamais détourné? Et même après ça, citez-moi un dossier, même le dernier incident qui est, on a dit détournement de 70 milliards. Monsieur, et quand vous posez la question, on dit non, ce sont des soupçons. Ce sont des soupçons. OK. Mais aujourd'hui, je pose la question à toute la nation entière. En commençant par vous, je m'adresse à tous les journalistes qui disent d'investigation dans tout le Congo, qu'il y a un seul dossier où le ministre Tony Mwaba a détourné. C'est quel dossier et c'est quel montant? C'est pas le moment. C'est à quelle date? Dans quelles circonstances? Ça, nous attendons. Mais c'est pour vous dire que ça ne viendra pas. Je n'ai jamais détourné et ce n'est pas le cas. Nous sommes dans la bonne gestion et ça fait partie des combats politiques. Les adversaires politiques ont voulu passer par cette voie-là pour essayer de me salir, mais ils n'ont pas réussi malheureusement. D'accord, on est pratiquement à la fin de cette émission, mais je reviendrai un jour, c'est juste une parenthèse, pour vous montrer que les deux inspecteurs de l'IGF qui sont passés à vos bureaux avaient bel et bien des missions, des services pour faire ce qu'ils avaient fait. Et les documents existent. Je vais vous les montrer. Ça, je n'ai pas refusé. Alors, il n'y a pas de débat là-dessus. Ah, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Merci. J'ai parlé de la règle de courtoisie, les civilités. C'est présenter chez l'autorité, dire nous sommes venus pour une mission dans tel service pour autant de jours. Ok, que je sois informé. Comme ça, je peux leur faciliter le travail. La mission actuelle, Cour des comptes, IGF, l'a fait après l'incident. La mission actuelle, Cour des comptes, IGF l'a fait. Ils ont déjà fait 60 jours. Ils viennent de renouveler. Ils travaillent calmement. Nous avons donné les bureaux. Il n'y a pas d'incident. Et chaque fois, nous veillons à ce que leur mission se passe bien jusqu'à la fin. Merci, monsieur. Ça, l'opinion doit le savoir. Est-ce que vous pouvez le dire aussi? Parce que si les réseaux sociaux, on jette un discrédit, on salit les gens, mais après, quand il n'y a rien, on n'en parle plus. D'accord. Et ça, moi, je suis contre. Soyez bref. La présomption d'innocence, oui. Ça, il faut veiller sur ça. Le contrôle doit se faire dans la discrétion, merci. Dans le respect de la présomption d'innocence. Il n'y a que la justice qui peut dire que tel est coupable, tel a détourné, tel. Mais si la justice ne l'a pas fait, nous assistons certains de vos confrères qui, à longueur de journée, qui se sont donnés les beaux rôles de salir les gestionnaires, les ministres, sans aucun respect, ne serait-ce que la courtoisie. Donc ça, on ne sait pas les vivre parce que nous gérons. Et on oublie, aujourd'hui, il suffit que tu sois dans un restaurant, on te trouve en train de prendre même les frites, on te prend en photo sur les réseaux sociaux. Les enseignants souffrent, surtout pour mon cas, les enseignants souffrent, lui mange les frites. Il suffit de voyager, on va vous dire non, il est parti. Voilà ce qu'offre le pouvoir. On oublie qu'il y a des gens qui voyageaient avant même le pouvoir. Donc, il faudrait que nos frères comprennent certaines choses. Un de vos collègues, ministre des Finances, fait aujourd'hui l'objet, la cible des médias. Dossier lampadaire, dossier forage. Il y a même des véhicules pour lesquels l'État a sorti de l'argent pour les ambassades. Ils n'ont livré à peine 10 voitures. Ça choque, monsieur le ministre. Quel est votre projet? Je vais vous poser une seule question avant de réagir. Oui. Vous avez les dossiers, tous les dossiers que vous avez cités là. Vous avez tous les dossiers? Oui, moi je les ai. Mais vous les avez où? On n'était pas ici pour en parler. C'est juste à titre parenthèse. Hein. Non. Si vous souhaitez revenir ici... Non, je ne reviendrai pas pour ça. Non, je ne peux pas. Mais laissez-moi vous dire que pour avoir été victime, et la première victime de la diffamation dans notre gouvernement, je m'abstiens de tout commentaire dans ces dossiers. Parce que finalement, on ne sait pas de quel côté il y a la vérité, de quel côté il y a les mensonges. Je m'abstiens pour avoir été victime de la diffamation. Le jour où on a crié que j'ai détourné 16 millions, il y a des gens qui avaient cru. Mais plus tard, quand on a dit non,
Ce n'est pas le cas. L'argent n'est jamais sorti dans les caisses de l'État. Les gens sont restés dans la confusion. Je dis... C'est exagéré. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. Tant que la justice n'a pas encore dit que X, Y, il est établi clairement, après investigation, après des enquêtes judiciaires, qu'il a commis tel fait, moi, je m'abstiens de tout comment. Tout ce qui s'est fait avant la justice. Oui, la justice. S'il vous plaît, la justice, on ne peut pas la fouiller. La justice a tous les moyens. Oui. S'il y a un instrument qui a tous les moyens, tous les pouvoirs, c'est la justice. Merci. Laissez-moi vous dire, pour avoir été victime de la diffamation, je ne peux pas commenter sur ça parce que je n'ai aucun élément. Merci beaucoup. Parce que quand on m'avait diffamé, les gens avaient cru. Et ceux qui n'avaient pas suivi la rectification de l'inspection générale des finances continuaient peut-être à croire que Tony Mwaba avait détourné. Alors que, même pas un centime, je vous ai mis au défi. Comme vous avez les dossiers de lampadaire, tout ça, vous me promettez de revenir avec. Revenez aussi avec un dossier où Tony Mwaba a détourné, vous me donnez la date, les dossiers, et à quelle occasion, les montants, vous me donnez aussi tout. Merci. Monsieur le ministre, la population congolaise, les gens étaient choqués de voir un ministre de l'éducation de surcroît dans son bureau recevoir un musée Kindingu en train de chanter dans son bureau, alors qu'il y a certains parents, certaines personnalités qui veulent entrer en contact facilement avec vous. Ils ne savent pas vous voir. Mais vous l'avez accordé à un certain Kindingu. Vous avez choqué les gens, monsieur le ministre? Oui, j'ai choqué les gens, mais je souligne... Merci d'avoir accepté. Oui, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui. J'ai choqué les gens, mais je précise, je souligne que j'ai choqué les haineux. Oh, monsieur le ministre. Les médias de la haine. Monsieur le ministre. Pourquoi je l'ai dit? Les médias. Mais ce sont vos questions. Oui. Et laissez-moi porter la responsabilité de mes réponses. Allez-y. C'est des haineux. Ah. Et je vais m'expliquer. D'abord, je suis dans mon bureau privé, mon cabinet d'avocat. Pour toutes les personnes que j'ai déjà reçues dans mon cabinet d'avocat, ils connaissent la configuration de mon bureau. Ils savent que c'est mon cabinet privé, mon cabinet d'avocat, où j'ai le droit de recevoir qui je veux. Bien sûr. Et puis de deux, même à ma qualité d'avocat, je peux plaider une cause, sauf la cause qui m'oppose aux intérêts de l'État. En tant que ministre, je ne peux pas le faire. Oui. Ça, c'est une chose. De deux, depuis que je suis ministre, et là, dans mon bureau officiel, j'ai reçu des artistes et musiciens. J'ai reçu Kofi Olomide. J'ai reçu Félix Oazeko. J'ai reçu Ferregola. J'ai reçu Marie-Paul. J'ai reçu les comédiens comme Sai Sai. Ça n'a jamais fait l'objet d'un problème. Dans mon bureau officiel. Mais ils n'ont pas fait cette bêtise-là. Non, 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 non. Ça t'engage. Le mot bêtise... Non, j'enlève ça. Non. Ils n'ont pas fait ça t'engage. Laissez-moi terminer. Ça t'engage. Est-ce que le ministre que je suis, éducation soit-il, je suis condamné à ne recevoir que des gens en costume, en cravate? Je n'ai pas dit ça. Je suis ouvert, en tant qu'autorité, à recevoir toutes les catégories socio-professionnelles de mon pays. Même un comédien comme lui, il peut avoir quelque chose à dire. Et quand vous dites qu'il a fait des bêtises, moi je regarde, quand vous regardez tout ce qu'il a sorti de sa bouche, du début à la fin, aucune insanité, aucune injure, aucune diffamation. Contrairement à ceux qui portent des cravates et des costumes, qui, malgré leurs responsabilités, ils écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux en diffamant les gens. Laissez-moi terminer. Le monsieur vous a dit que j'ai cherché aussi à rencontrer les ministres. Peut-être qu'il me voit seulement à la télé, sur les réseaux sociaux. Il s'est nourri aussi un rêve que ces ministres me reçoivent aussi. Ce jour-là, j'ai fait sa joie et je l'ai reçu. Il était tout content, il a exprimé sa joie à sa manière. Ce dont on a parlé, même en rapport avec mon secteur, ça vous ne le savez pas. Mais prenons seulement ce qu'il a exprimé, ce qu'il a sorti de sa bouche. Ce n'est pas des insanités, ce n'est pas du feu. Il a exprimé sa joie. Je reçois tout le monde. Et qui vous dit que ceux qui sont en cravate et en costume sont plus intelligents que lui? Regardez le monsieur comment il parle. Tout ce qu'il dit là, vous sentez qu'il a une intelligence naturelle. Il est naturel. Attention, je suis professeur d'université, laissez-moi vous dire qu'il est naturellement intelligent. L'intelligence est naturelle. La connaissance que nous acquérons dans les écoles, les universités pour acquérir les diplômes, c'est autre chose.
Parce que vous pouvez aller à l'université, si vous n'êtes pas intelligent naturellement, vous aurez du mal à assimiler, vous aurez des difficultés d'appréhension et de compréhension des choses. Alors, tout ce qu'il a dit, il n'est pas bête. Alors, je suis ministre, j'assume, et si c'était à refaire, je vais le refaire. Cette fois-ci, même dans mon bureau officiel, je les recevrai. Je reçois toutes les catégories socio-professionnelles de mon pays, voilà. Pas seulement les gens en cravate. D'ailleurs, méfiez-vous, costume, cravate ne veut pas dire être sérieux, être intelligent pour négliger un compatriote comme ça. Et ce compatriote, il a été reçu par les autres autorités. Dans les mêmes conditions, il a livré le même spectacle. Ça n'a choqué personne. Mais comme c'est Tony Mwaba, et surtout en cette période, en tout cas, on veut faire du feu, comme on dit, du feu tout bois. Voilà. Cette émission est terminée, M. Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Je m'en voudrais si je ne pose pas cette question parce que je l'ai cité. Le Sénat, le CECOP, la DINACOP, on a entendu récemment qu'il y a eu des fictifs. Vous êtes félicité du fichier, mais encore des fictifs récemment au niveau de l'administration. Encore un fake news. Non, je vous donne l'information. Oui, allez-y. Les rapports là de l'IGF, oui. C'est un rapport de 2022. Je crois 2022 ou 2023, oui. Si je me trompe. Ce n'est pas un rapport récent. Les gens ont fait rebondir. L'idée, c'est salir. Vous savez, aujourd'hui, c'est la politique de haute toi que je m'y mette. Il y a des gens qui se sont mis déjà là où il est, en costume, en cravate, il dit « Mon focus, je dois remplacer Tony Mwaba. » Mais tu veux remplacer Tony Mwaba, va négocier calmement un secret avec celui qui a le pouvoir discrétionnaire, celui qui a la signature. Merci, il ne faut pas chercher à salir les gens pour qu'ils soient mal vus en espérant que vous allez les remplacer. Alors, ce qui a été fait là, administration publique, tout ça, on a même cité CECOP, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour ce qui concerne le CECOP, qui est devenu DINACOP, ils sont allés en son temps justifier cela. Ces rapports étaient faits sur base d'un ancien fichier avant que nous on arrive au ministère. Merci. Le fichier du CECOP, le fichier paye, n'est pas à rechercher, il est en ligne. Restez là où vous êtes dans votre bureau, tapez www.dinacoprdc.com, vous allez voir le nombre d'enseignants payés, le nombre d'écoles payées, même l'enveloppe salariale. Vous avez parlé des réalisations, nous sommes partis de 70 milliards à 265 milliards comme enveloppe de paye. Donc ça, vous devez le savoir. Vous méritez de rester dans le gouvernement en tout cas. Celui qui m'a placé au ministère, qui m'avait assigné des objectifs, et c'est celui-là, le seul, qui va m'apprécier et qui va décider si je dois rester ou pas. Et il ne dépend pas de tous les bruits, des diffamations, de tout ce que les gens font là. Merci. Il n'est pas dedans. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, merci d'être venu sur ce plateau et commenter l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais précisément votre secteur de l'EPST. Merci de l'avoir fait. Merci. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.